Bonsoir. À l'horizon 2035, 2 300 000 franciliens auront 65 ans et plus. Cela pose de nombreux défis pour notre région et pour cette population. Nous en parlons avec nos invités. Bonsoir Hélène Joannet et Caroline Laborde. Bonsoir. Vous avez toutes les deux rédigé et surtout co-dirigé l'ouvrage collectif Vieillir et alors bâtir une société de la longévité. Vous travaillez toutes les deux pour l'Institut Paris Région qui a coédité cet ouvrage avec les éditions PUF, Presse universitaire de France. Hélène Joannet, à partir de quel âge sommes-nous vieux ou vieilles? Alors votre question, elle semble très simple. En fait, elle est assez compliquée puisque on dit souvent que le vrai vieux est introuvable. Il y a sur le plan administratif, institutionnel, le critère de 60 ans ou 65 ans qui marque l'entrée dans la vieillesse. Mais en fait, au vu de l'allongement de l'espérance de vie, on voit bien que ce seuil aujourd'hui est un peu dépassé. Et à l'inverse, dans la vie professionnelle, on voit bien qu'on peut être traité en fait de senior, considéré comme vieux dès 50 ans. De ce fait, dans ce cahier, on a essayé de sortir un peu de cette approche chronologique pour mettre en avant l'âge biologique. C'est-à-dire, c'est plus la date de naissance qui fait foi, qui compte, mais peut-être plus la perte d'autonomie qui est importante. Alors, quelles sont les projections démographiques concernant le vieillissement de la population francilienne ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Île-de-France est et restera la région plus jeune de l'Hexagone, mais malgré tout, dans les 10 années à venir, elle va connaître en fait un accroissement fort de sa population âgée. Et aujourd'hui, on est à 15% de franciliens de plus de 65 ans. On va passer en 2035 à 18%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là-dessous, il y a des mouvements en fait sous-jacents. Les plus de 75 ans vont devenir majoritaires, donc c'est l'âge des fragilités. Il y a aussi le fait que ça ne va pas concerner tous les territoires de la même façon. Ça sera notamment marqué dans ce qu'on appelle les départements de grande couronne, comme la Seine-et-Marne. Et ce sera aussi particulièrement rapide dans les communes les plus socialement défavorisées. Alors, quand on parle de vieillissement, on pense bien sûr à la santé. Est-ce que la santé est meilleure pour les personnes âgées ici en Île-de-France qu'ailleurs? Alors déjà, on vit plus longtemps en Île-de-France. L'espérance de vie est de presque 81 ans pour les hommes et 86 ans pour les femmes. Et ensuite, si on regarde le taux de dépendance sévère, donc la dépendance sévère, c'est quand on ne peut plus faire les choses du quotidien, comme se laver, se nourrir, faire ses courses tout seul, qu'on a besoin d'aide. Quand on regarde ce taux de dépendance sévère, il est moindre en Île-de-France. 17% des 75 ans ou plus, contre 21% dans les autres régions, avec évidemment des grandes inégalités territoriales. Alors, sommes-nous tous égaux aussi d'un point de vue sociologique au niveau de la vieillesse? Non. Déjà, on n'a pas la même chance de vieillir tout court. L'INSEE estime un écart chez les hommes d'espérance de vie de 13 ans entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Et puis ensuite, on ne vieillit pas tous de la même façon en bonne santé. Ça s'explique par l'héritage génétique, mais aussi par les comportements favorables à la santé. Faire de l'activité physique, manger bien, pas consommer de tabac ni d'alcool, mais aussi les conditions de vie, les conditions de logement, du cadre de vie. Et tout ça, c'est important dès la prime enfance. Alors justement, Hélène Joannet, quand on parle de lieu de vie, le maintien à domicile est demandé par les personnes âgées. Mais quels besoins ici en Île-de-France, quelles conséquences pour maintenir les seniors, les personnes âgées dans leur habitat? Vous avez tout à fait raison. Effectivement, le souhait premier des personnes âgées, c'est bien de rester chez soi. Et les pouvoirs publics ont suivi donc cette demande, effectivement, et on parle en termes de politique publique de virage domiciliaire, d'approche domiciliaire. Donc ça fait effectivement plein de conséquences. D'un point de vue technique, sur l'adaptation des logements, avec une alerte sur le fait qu'il faut anticiper ces aménagements, que ce soit la pose de barre d'appui, la douche, ce genre de choses. Il y a éventuellement aussi en Île-de-France des choses intéressantes qui se passent en termes d'avancées technologiques, de maisons connectées, objets connectés, qui vont favoriser le maintien à domicile. Mais le gros besoin en Île-de-France, c'est bien la question de l'aide à domicile. France Stratégie dit bien que ce seront les emplois les plus en tension d'ici 2030. Et c'est là où il faut vraiment faire un énorme effort. Et le Conseil régional, d'ailleurs, appuie ces formations sanitaires et sociales pour leur donner plus d'attractivité. Et quelles sont les autres solutions d'habitat, vous qui êtes urbaniste, Hélène Joannet? Alors justement, quand on dit vieillir chez soi, c'est bien la demande première, mais ça ne veut pas nécessairement dire rester dans son domicile de toujours, on va dire. Ça peut être un nouveau chez soi, avec justement un chez soi qui apporte sécurité et aussi lien social. Donc il y a plein d'expériences qui se développent, d'habitat alternatif, intermédiaire, inclusif. Par exemple, en Seine-et-Marne, à Magny-le-Hongre, il y a sur la forme d'un béguinage, il y a la fondation, l'association, je pensais, Habitat et Humanisme, qui a développé
des logements privatifs pour personnes âgées, mais à côté, il y a des espaces conviviaux, des espaces communs, un jardin partagé où on se retrouve avec éventuellement les familles qui sont installées à côté également. Vous avez dit béguinage, Béguinage. c'est le nom que donc porte ce type d'habitat alternatif. Il y a aussi les résidences, les colocations. Caroline Laborde, on parlait justement d'aménagement des lieux de vie pour les personnes âgées, mais en Ile-de-France, nos rues, nos transports en commun, est-ce que le cadre de vie, est-ce que notre espace public est adapté à ces personnes qui seront de plus en plus âgées dans notre espace? Alors, pas tout à fait. Il y a encore des choses pour les améliorer, parce que en fait, cet aménagement des cadres de vie est crucial pour préserver la perte d'autonomie. Un exemple, des trottoirs trop étroits, encombrés, des passages piétons qui ne sont pas sécurisés, des commerces trop éloignés, un manque de bancs aussi. Tout ça, en fait, ça va constituer des freins pour les déplacements des personnes âgées qui vont petit à petit devoir rester chez elles. Et pourtant, la marche est essentielle pour les personnes âgées. Pourquoi? Alors, elle est essentielle à tous les âges de la vie, mais pour les personnes âgées, elle permet aussi de retarder l'entrée en dépendance en améliorant l'endurance, la force musculaire, les capacités respiratoires et aussi les limitations cognitives. Et une fois que les personnes âgées ont des difficultés à marcher, qu'elles peuvent plus conduire ou qu'elles ont peur de conduire, ça peut être un véritable soutien pour qu'elles puissent continuer à faire leurs courses toutes seules, par exemple. Et quel regard porte notre société sur les personnes âgées? Alors, il est souvent dichotomique. D'un côté, on a le vieillard dépendant, de l'autre, le senior actif en bonne santé. Et en fait, il y a une diversité de profils, une diversité de situations de santé du fait de tous ces parcours de vie différents. Et donc, il n'y a pas une vieillesse, mais bien des vieillesses. Or, ces personnes âgées, ces seniors sont beaucoup engagés dans des associations, il faut le rappeler, et beaucoup nous regardent et on pense à eux. Merci beaucoup à vous, Hélène Joannet et Caroline Laborde. Vieillir et alors, ouvrage passionnant, Institut Paris Région, justement, toutes les deux.